Avant qu'un tremblement de terre ne secoue le sol, quelque chose de plus discret se produit parfois d'abord, un mouvement lent et silencieux sans aucune secousse. On ne se rend alors pas compte que sous nos pieds, la terre se prépare à trembler violemment, causant des ravages, entraînant destruction et dévastation. Une nouvelle étude affirme en effet que c'est par un tel phénomène que les tremblements de terre commencent en réalité. Pour comprendre cela, les scientifiques n'ont pas examiné de gigantesques morceaux de la planète. Ils sont restés dans leur laboratoire et se sont servis de feuilles de plastique transparentes, du plexiglas. Ils ont poussé 2 feuilles de plexiglas latéralement l'une contre l'autre, tout comme les plaques tectoniques, ces immenses morceaux de croûte terrestre se poussent mutuellement sous terre. Sous cette pression, le plastique s'est fissuré, un peu comme la Terre le fait lors d'un séisme. Et même si c'était du plastique et non de la roche, la physique, la façon dont les choses se brisent et se déplacent, était identique. Les tremblements de terre se produisent lorsque 2 plaques tectoniques tentent de glisser l'une contre l'autre, mais se bloquent mutuellement. Leurs bords ne se déplacent pas facilement en raison de ce qu'on appelle le frottement. C'est un peu comme lorsque les semelles de vos chaussures adhèrent au sol. Au fil du temps, les plaques continuent d'essayer de bouger, et le stress s'accumule. Imaginez essayer de plier un bâton. Au début, il ne se casse pas, mais si vous continuez à le tordre, il finira par se briser. On nomme faille l'endroit où les plaques tectoniques sont ainsi bloquées, et une partie de cette faille est toujours mince et fragile. Par fragile, je veux dire qu'elle ne se plie pas, elle ne peut que se casser. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, une petite fissure se forme. Elle est minuscule et se déplace lentement. Il n'y a pas encore de secousse, mais quelque chose se produit déjà sous la surface. La fissure s'étend, accumulant plus d'énergie. Et lorsqu'elle atteint enfin le bord de la zone fragile, boum, elle accélère, se précipite, presque à la vitesse du son. Et c'est là que la Terre commence à trembler. Les scientifiques ont décidé de découvrir comment cette toute première fissure commence. Ils ont mené leur expérience avec un type de faille similaire à ce qu'on appelle, dans le monde réel, une faille décrochante, voire par exemple la faille de San Andreas en Californie. Même si les matériaux, plastiques au lieu de roches, sont différents, la manière dont les fissures se forment et se déplacent est exactement la même. L'expérience a permis aux scientifiques de comprendre que les tremblements de terre ne commencent pas toujours soudainement. Parfois, il y a un début lent et silencieux, comme un signe avant-coureur, avant le séisme proprement dit. Cette première étape porte le nom de front de nucléation. C'est comme l'amorce d'une fissure qui progresse doucement à travers le matériau bien avant qu'une rupture réelle ne se produise. Ce mouvement silencieux et lent ne libère pas d'énergie dans les environs. Au début, les scientifiques considérèrent les fissures comme de simples lignes unidimensionnelles, comme une déchirure droite dans une feuille de papier. Mais quelque chose ne collait pas. Le front de nucléation se déplaçait lentement et ne se comportait pas comme une fissure normale qui avance rapidement, et on ignorait pourquoi et comment il accélérait soudainement pour donner ensuite un tremblement de terre. La réponse est venue aux scientifiques lorsqu'ils ont réalisé qu'ils devaient penser en 2 dimensions au lieu d'une. Au lieu d'imaginer la fissure comme une simple ligne, ils ont commencé à la concevoir comme une tache, comme un cercle qui s'agrandit, qui commence à la surface, là où 2 matériaux se touchent. Plus cette tache se propage, plus se brise la matière située sur ses bords. Ce qui est important ici, c'est que l'énergie nécessaire pour briser le matériau est liée à la longueur du bord, le périmètre de la fissure. Plus le périmètre est trop grand, plus il faut d'énergie pour qu'il continue de se briser. C'est pourquoi cette fissure se déplace lentement au début. Elle ne provoque pas encore les secousses violentes que nous associons généralement à un tremblement de terre. Comme elle se déplace sans envoyer d'ondes sismiques, on dit que cette phase est aséismique. Finalement, la fissure s'étend au-delà de la zone la plus fragile, où les matériaux sont bloqués. En dehors de cette zone, l'énergie qui entraîne la rupture de la matière n'augmente plus. Au lieu de cela, on assiste à une accumulation d'énergie supplémentaire, bien plus que ce qui est nécessaire pour soutenir la lente croissance de la fissure. Cette énergie supplémentaire ne reste pas silencieuse. Elle alimente soudain la fissure qui se déplace alors beaucoup plus rapidement, et la rupture se produit à pleine vitesse. C'est à ce moment-là qu'un tremblement de terre commence, et que le sol commence à trembler. Ces découvertes permettent d'expliquer comment les tremblements de terre peuvent commencer lentement et silencieusement avant de rapidement devenir dangereux. Elles montrent que de petites fissures peuvent soudainement se transformer en de puissantes et rapides ruptures, si les conditions sont favorables. Les scientifiques pensent que s'ils peuvent apprendre à détecter ce stade aséismique avant qu'une fissure n'accélère, ils pourraient un jour prédire les tremblements de terre, ou tout au moins mieux comprendre leurs signes avant-coureurs. Bien que les tremblements de terre ne soient que le 3e type de catastrophe naturelle le plus courant, ils sont à la première place en nombre de victimes.
La NASA joue un rôle très important dans l'étude des tremblements de terre, avec l'utilisation de satellites en orbite autour de la Terre. Ces satellites collectent des données et des images qui permettent de savoir comment le sol change après un séisme. Par exemple, ils peuvent détecter lorsque la Terre se déplace, s'élève, s'enfonce ou se fissure. Ces changements de surface aident les experts à en savoir plus sur la force et l'impact des tremblements de terre. Les satellites de la NASA peuvent également suivre les changements dans l'éclairage nocturne. Si une ville se trouve plongée dans le noir après un séisme, c'est un signe clair que la région a pu connaître une panne d'électricité et pourrait avoir besoin d'aide. Maintenant, que diriez-vous d'apprendre 2 ou 3 choses sur les mythes les plus courants liés aux tremblements de terre, comme celui concernant les mégaséismes? Certaines personnes ont vraiment très peur de ces super grands tremblements de terre. Mais en vérité, il existe toujours une limite. La taille d'un séisme dépend de la taille de la faille où il se produit. Une faille longue et profonde provoquera un tremblement de terre assez important. Par exemple, la faille de San Andreas en Californie est longue, environ 1300 km, mais pas très profonde, entre 16 et 19 km. Cela rend les séismes de magnitude supérieure à 8,3 relativement improbables à cet endroit. Le plus grand séisme jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960. Sa magnitude était de 9,5. Et il s'est produit sur une énorme faille de presque 1600 km de long pour 240 km de large. Techniquement, il n'y a pas de limite fixe pour la magnitude. Mais un séisme de magnitude supérieure à 12 nécessiterait une faille plus grande que la Terre, ce qui n'est tout simplement pas possible. Les tremblements de terre peuvent ne se produire près de la surface ou en profondeur, sous terre. La plupart se produisent dans la croûte terrestre ou le manteau supérieur, jusqu'à environ 800 km de profondeur. Mais les plus profonds ne se produisent que dans les zones de subduction, ces endroits où une partie de la croûte terrestre glisse sous une autre. En Californie, presque tous les tremblements de terre se produisent dans les 24 premiers kilomètres de la croûte. Une exception est la zone de subduction de Cascadia, dans le nord de la Californie, qui s'étend à travers l'Oregon, l'État de Washington et le Canada. Une autre idée fausse est que le sol peut s'ouvrir lors d'un tremblement de terre. Généralement, cela ne se produit que dans les films. Une fissure géante qui s'ouvre et engloutit des immeubles entiers, c'est de la fiction. Dans la vie réelle, les deux côtés d'une faille glisseront l'un contre l'autre. Il n'y a ni séparation ni ouverture gigantesque. Il peut y avoir de petites fissures, ou même des trous lors de glissements de terrain, ou en raison des défaillances du sol, mais pas le long de la ligne de faille elle-même. Les failles ne s'ouvrent pas, car si elles le faisaient, il n'y aurait pas de friction. Et sans friction, il n'y aurait pas de tremblement de terre du tout. Certaines personnes pensent que la Californie pourrait un jour se détacher et couler dans l'océan à cause d'un tremblement de terre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le fond de l'océan est simplement une terre plus basse, avec de l'eau au-dessus. La Californie ne peut donc pas tomber dedans. Ce qui peut en revanche se produire, c'est que le sud-ouest de la Californie glisse lentement vers le nord, en direction de l'Alaska, le long de la faille de San Andreas. La plaque pacifique, sur laquelle la Californie est située, se déplace d'environ 5 cm par an. Vos ongles poussent à peu près aussi vite. Ainsi, dans environ 15 millions d'années, Los Angeles et San Francisco pourraient être voisines. Et dans 70 millions d'années, Los Angeles pourrait être à 2 pas de l'Alaska. Les gens se demandent aussi souvent si une réplique peut être plus forte que le séisme lui-même. Les répliques sont des petits tremblements de terre qui se produisent dans la même zone après un premier tremblement. C'est un peu la manière qu'a la Terre de retrouver son calme après un grand choc. Mais si une réplique s'avère être plus forte que le premier tremblement de terre, alors c'est elle qui devient le séisme principal, le précédent prenant la place de précurseur. En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre. Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel.
Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur. La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau. C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface. Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface, de magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense. Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques. L'eau qu'elles libèrent peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense, si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km.
Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité. De sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le Soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille. C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes. Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut... Tenez-vous prêts, car l'un des volcans les plus actifs du Pacifique pourrait entrer en éruption d'un moment à l'autre. Les chercheurs qui scrutent le mont sous-marin axial, un immense réservoir de lave, non loin des côtes de l'Oregon, estiment qu'il pourrait se manifester à tout instant, d'aujourd'hui jusqu'au début de 2026. Bien que totalement immergé, ne vous laissez pas abuser par le couvert de l'océan. Ce colosse atteint presque 3 fois la hauteur de l'Empire State Building. À mesure qu'il se dilate tel un soufflet prêt à déborder dans une cuisine étoilée, les scientifiques frémissent d'anticipation, au point de préparer une retransmission en direct de l'éruption. Oui, vous avez bien entendu. Voici ce qu'il faut savoir. Si ce volcan est sur le point de se manifester, c'est parce qu'il gonfle à une vitesse préoccupante. Ces derniers mois, les scientifiques ont observé un soulèvement du plancher océanique, comme si Axial imitait maladroitement un matelas à eau rempli de roches en fusion. Ce phénomène, qu'ils nomment inflation, n'a rien à voir avec les excès d'un repas de fête. En langage volcanologique, cela signifie que du magma s'accumule sous la croûte, provoquant un renflement inquiétant du fond marin, analogue à un soufflet sur le point de s'affaisser. Une éruption volcanique sous-marine ne vous paraît peut-être pas si spectaculaire. Pourtant, c'est dans les abysses que la majorité de l'activité volcanique terrestre se produit. Croyez-le ou non, plus d'1 million de volcans sommeillent actuellement sous la surface des océans, déversant silencieusement leur lave. Le plancher océanique constitue le plus vaste foyer volcanique de notre planète. Ce qui confère au mont Axial un attrait si particulier, c'est la rigueur avec laquelle il est surveillé, sans équivalent parmi les volcans sous-marins.
Il s'apparente à la vedette d'un programme de télé-réalité géologique, observé par un réseau sophistiqué d'instruments disposés sur le fond marin, transmettant en temps réel des données sur les flux magmatiques, les secousses telluriques et les déformations de la croûte terrestre. Le mont Axial héberge en effet le tout premier observatoire volcanique sous-marin jamais établi. Depuis les années 90, les scientifiques y ont installé des capteurs qui transmettent en continu des informations précises en provenance directe des profondeurs. Nulle part ailleurs une telle surveillance n'a été mise en œuvre, faisant de ce volcan un phénomène de la géologie contemporaine dont les comportements sont observés avec une précision hors du commun. Axial, en plus d'être actif, est d'une prévisibilité presque comique. Ces éruptions suivent un rythme d'environ 10 ans, 1998, 2011, 2015, et, fidèlement à ce cycle, il semble se préparer pour la suivante. À la mi-2024, son gonflement égalait presque celui observé avant sa dernière éruption, ce qui signifie que le compte à rebours est lancé. Les chercheurs, certains de ce calendrier, ont même mis en place un calendrier de lavande volcanique, en attendant qu'Axial entre de nouveau en scène. Mais attention, le mont sous-marin Axial n'a rien d'un volcan sous-marin banal. Il affiche une allure singulière, une personnalité marquée, et une géologie qui défie les conventions. Là où la plupart des monts sous-marins présentent des silhouettes coniques ou légèrement bombées, celui-ci arbore une caldeira étonnamment rectangulaire, un cratère de 3200 sur 8000 mètres, comme s'il avait été tracé à la règle par un géologue désireux d'en finir avec les courbes. Tandis que ses homologues misent sur des contours arrondis, Axial revendique une esthétique plus avant-gardiste. La caldeira d'Axial est également constellée de fentes, d'évents, de canaux de lave et d'étranges structures en dôme s'élevant à plusieurs centaines de mètres. Le tout compose une sorte de couronne géométrique et fantasque, bien loin du couvre-chef sphérique habituellement associé au volcan. Par ailleurs, l'emplacement du mont Axial représente un véritable carrefour d'intensité géologique. Il est implanté exactement là où deux puissantes dynamiques terrestres se rencontrent. D'une part, il repose sur l'aride Juan de Fuca, une chaîne sous-marine née de la séparation progressive de deux plaques tectoniques, à la manière d'une fermeture éclair qui s'ouvre lentement. D'autre part, il surplombe le point chaud de Cobb, une remontée de magma en provenance du manteau profond, qui agit comme une machine à espresso souterraine, injectant de la roche en fusion dans la croûte et alimentant toute une succession de volcans. Pour dire les choses simplement, c'est comme si deux plaques tectoniques, partenaires de danse maladroits, glissaient l'une loin de l'autre pendant que le point chaud de Cobb, tel un DJ souterrain, montait le son en propulsant le magma. Cette double influence génère un réseau de conduits complexes au sein du volcan, où les chambres magmatiques se remplissent, se vident et se déplacent selon des schémas encore mal compris. La rivalité entre l'écartement des plaques et l'afflux de magma confère à Axial une signature géologique unique et explique pourquoi il ne cesse de nous surprendre. Ainsi donc, le sommet d'Axial ne se résume pas à un simple cratère. C'est en réalité en son cœur que le spectacle devient plus étrange encore et, disons-le, nettement plus brûlant. Le volcan abrite des cheminées hydrothermales appelées fumeurs noirs, qui projettent de l'eau à des températures dépassant les 370 degrés Celsius. Il ne s'agit pas d'un simple jacuzzi sous-marin. Ces évents façonnent l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, où des organismes déroutants prospèrent dans une obscurité totale et une chaleur suffocante. Dans ces panaches saturés de minéraux vivent de gigantesques vers tubicoles, des crabes, des colonies bactériennes et même des pieuvres. Ces écosystèmes sont totalement indépendants du soleil et de la photosynthèse. On y découvre un monde semblable à un paysage extraterrestre, dissimulé sous les vagues et alimenté par le souffle ardent du volcan. Ces communautés abyssales présentent un intérêt scientifique majeur. Non seulement en raison de leur étrangeté, mais surtout parce qu'elles pourraient ressembler aux tout premiers écosystèmes apparus sur Terre. Certains chercheurs supposent que la vie elle-même aurait émergé dans des environnements hydrothermaux semblables. Il y a plusieurs milliards d'années. Les étudiés pourraient également orienter la recherche de formes de vie sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade, où des structures analogues pourraient exister sous la glace. Lorsqu'Axial entre en éruption, se produit un véritable redémarrage naturel. La lave éradique tout sur son passage. Pourtant, quelques mois suffisent pour que la vie reprenne ses droits, démontrant que même dans les environnements les plus hostiles, la demande en immobilier ne faiblit pas. Quant à ceux qui redouteraient tant des tsunamis ou des désastres côtiers, qu'ils se rassurent, les éruptions d'Axial ressemblent davantage à une cuisson lente qu'à une explosion. La pression colossale exercée par l'eau tempère toute violence, brûlante, certes, mais contenue. Le pire qui puisse arriver, c'est que de la lave vienne tapisser le fond marin,
et que quelques crabes doivent déménager. Aucun nuage de cendres, aucune détonation spectaculaire ne menace la surface. La lave s'épanche tranquillement et peut parcourir plusieurs kilomètres sous la mer. Pour les scientifiques, cette éruption représente une opportunité précieuse. Comprendre les cycles d'axial pourrait permettre de prédire d'autres éruptions, même sur Terre. De plus, ces écosystèmes étranges donnent des indices sur la survie possible de la vie ailleurs dans l'univers. Pas mal pour un volcan qui semble surtout reposer là, avec sa forme rectangulaire. Pourtant, l'activité du volcan ne passe pas inaperçue. Elle se traduit par des milliers de minuscules séismes chaque jour. Oui, des milliers. Comme si la montagne elle-même gémissait et craquait, prête à éclater. Nous ne sentirons rien, bien sûr, mais ces secousses aident les chercheurs à suivre les mouvements du magma et à comprendre le cycle éruptif. L'un des éléments les plus fascinants de ce récit, c'est que les scientifiques se préparent à retransmettre en direct la prochaine éruption d'Axial. Imaginez observer en temps réel un volcan sous-marin déversant de la lave fraîche sur le plancher océanique. C'est une place au premier rang pour un feu d'artifice naturel, à près d'un quart de lieue sous les mers. Cette retransmission sera rendue possible grâce à l'initiative des observatoires océaniques, qui gèrent un réseau de câbles à fibres optiques reliant directement les capteurs du mont Axial à la terre ferme. Une sorte de connexion Wi-Fi des grands fonds, prête à diffuser de la roche en fusion en haute définition. Autre fait intrigant, les scientifiques ont remarqué un curieux motif dans les éruptions d'Axial. Les trois plus récentes, en 1988, 2011 et 2015, se sont toutes produites entre janvier et avril, lorsque la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Pourquoi cette coïncidence ? Il pourrait s'agir de l'influence gravitationnelle de la Lune. En effet, son orbite provoque les marées océaniques qui font varier la pression exercée sur le fond marin, ce qui pourrait pousser la chambre magmatique jusqu'à son point de rupture. Ainsi, la Lune ne serait pas qu'une lumière romantique dans le ciel nocturne, mais aussi la plus subtile des entremetteuses volcaniques. Une certitude demeure. Lorsque l'Axial entrera en éruption, ce sera l'éruption sous-marine la mieux documentée jamais observée. Restez donc attentifs, car ce spectacle naturel vaudra vraiment la peine d'être suivi. Et qui sait, avec un peu de chance, nous aurons même droit à un ASMR d'éruption abyssale. Maintenant, si vous me permettez, je vais rafraîchir le flux en direct comme un fan attendant fébrilement la vente des billets de Taylor Swift. How would you describe the shape of the planet we live on? It's definitely round, but it's not a perfect sphere. Because of the force of Earth's rotation, it's slightly flat on the north and south pole. But there's more to it. The planet's rotation causes its sides to bulge outwards. The best term to describe our home planet is ellipsoid. Earth is nothing more than an oversized lumpy potato. These are the words of Atraji Ghosh, a solid Earth geophysicist from Bangalore. She and her team have been studying something called the Indian Ocean Gravity Hole. Sounds like the scenario for a science fiction movie, but it's very much real. We think of gravity as something consistent. If you drop a pen from your hand in Los Angeles and in Perth, they're going to fall to the floor at the same time. Well, this is not completely true. Gravity is connected with the mass of a celestial body. Astronauts on the surface of our moon don't walk, but move in hops. That's because Earth weighs 81 times more than the moon. Less mass means less gravity. Earth is more massive, so it has a stronger gravitational pull. But there's a catch. All this mass isn't distributed evenly across the planet. As a result, gravity varies as well. NASA has been mapping Earth's gravity field since 2002 using twin GRACE satellites. The maps they produced show where gravity is stronger and where it's weaker. Mountain ranges such as the Himalayas contain a lot of mass. This means they generate a stronger gravity field. The opposite happens in ocean trenches. The deepest of them is the Mariana Trench in the Pacific Ocean. You could almost stack 2 Mount Kilimanjaros inside it. The low concentration of Earth's mass below it means that the gravity field here is weaker. Places on the globe where huge chunks of mass are missing are called geoid lows. A geoid is an imaginary surface that follows the outline of sea levels around our planet. Imagine the Earth without any land. That shouldn't be too hard since the nickname of our home is Blue Planet. Now draw a curvy line along the surface of the oceans and you get a geoid.
In reality, the line stretches across oceans, as well as land masses. Scientists use this imaginary line to calculate the depth of tremors or objects that occur underground. When the wavy line goes down, that's a geoid low. The biggest of them sits at the bottom of the Indian Ocean. The first to discover it was a Dutch geophysicist in 1948. He was performing a gravity survey from a ship. The man noticed that sea levels dipped over 320 feet below the global average. The gravity hole got the official name Indian Ocean Geoid Low. It spans well over 1 million square miles off the southern coast of India. If you went out at sea in the middle of the gravity hole, you wouldn't notice much, just an endless ocean as far as the eye could see. The only way to measure the dip in gravity is through extensive geophysical measurements and calculations. The concept of a gravitational hole existed for nearly 2 centuries in the scientific community, but researchers could study it in high detail only after satellite measurements became possible in the late 20th century. A team of Indian scientists was determined to explain the anomaly that had been puzzling geologists for decades. They used supercomputers to simulate the seismic activity that formed our planet. A total of 19 simulations revealed how tectonic plates moved across the span of over 140 million years. This was during the Cretaceous period, the time when T-Rex roamed the Earth. Nearly a third of the possible scenarios produced a geoid low, similar to the one in the Indian Ocean. The most important factor in these models was the presence of magma plumes. These are places inside the Earth's mantle, where lava flows upwards. The mantle sits between the planet's outer core and the thin crust we walk upon. The magma in the mantle plume is hotter than the surrounding rocks. The heat it generates melts and thins the crust. This creates hotspots that are brimming with volcanic activity. Yellowstone National Park and the Hawaiian Islands sit atop such hotspots. The Indian team of scientists linked the presence of magma plumes to the formation of the geoid low. Their source was an ancient ocean that disappeared tens of millions of years ago. It was located where the Himalayan mountain range sits today. Evidence of this lie in the marine rocks researchers found on the world's tallest mountains. The oceans ceased to exist when India's landmass separated from the supercontinent called Gondwana. It drifted north and merged with the rest of the Asian continent. At the time, the Eurasian supercontinent was called Laurasia. The Indian tectonic plate went down inside the mantle. It ended up under the African continent. This landmass contained a lot of crystallized material which was quite dense. When the sinking plate of the former ocean reached it, plumes of magma spilled out. As a result, low-density materials ended up closer to Earth's surface. Density is used to calculate mass, and if you remember our lesson in physics from the beginning of the video, less mass translates into a weaker gravity field. Scientists believe this is how the geoid low in the Indian Ocean formed some 20 million years ago. At this point in prehistory, the Earth looked a lot like it does today. There were vast grasslands, and whales swam in the seas. Geophysicists who created the computer model cannot tell for sure what will happen in the future. Ghosh thinks it's possible that the gravity hole in the Indian Ocean will remain in place for a long time. But plate movements can also cause the anomaly to fully disappear in the coming eons. Earth's tectonic plates are constantly shifting. They define the shape of our continents and oceans. Experts study plate movements to get a picture of how our world looked millions of years ago. However, telling Earth's geologic future is much more complex. The gravity hole in the Indian Ocean is the biggest, but it's not the only one in the world. Other areas with low gravity include the island of Cuba and the Bahamas. On the opposite side of the spectrum are the Philippines. Here, gravity is stronger than normal, but the poles are the places with the strongest pull to them. They are the closest to the center of the Earth. If you stand directly on the North or the South Pole, you are 3,950 miles from the planet's core. At sea level on the equator, this distance increases by more than 13 miles. Earth's gravitational field also has an effect on your weight. At the equator, you weigh 1% less than you do on the poles.
The South Pole is maybe more suitable for this experiment because there is actually ground there. But gravity is the strongest at the North Pole in the middle of the Arctic Ocean. This is where scientists in 2013 recorded the highest gravitational acceleration on the planet. This is the rate a falling object speeds up in free fall. The acceleration depends on the strength of gravity. When a team of researchers from a university in Perth set out to map these gravity changes, they discovered something interesting. Gravitational acceleration was the highest at the surface of the Arctic Ocean. This is something they expect to find, but the location of the lowest acceleration point amazed them. It wasn't on the equator as they assumed. The spot lay more than 600 miles south of it at Mount Huascarán in Peru. Scientists believe that the mountain's height had an effect on the phenomenon. This peak in the Andes is the highest point in the South American country. Hypothetically speaking, if a human falls from a height of 330 feet here, they will reach the ground 16 milliseconds later than if they performed the same stunt in the Arctic. Je voudrais t'emmener dans un endroit qui semble être hors du commun. La vie à l'intérieur de cette grotte a été isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte par toi-même. En raison d'un isolement aussi long, les conditions à l'intérieur de la grotte de Moville sont inégalées sur notre planète. On y trouve un écosystème exceptionnel, même si la lumière du soleil manque cruellement à l'intérieur de la grotte et que l'air y est toxique. La grotte, située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire en Roumanie, a été découverte pour la première fois en 1986. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. De plus, les cavernes centrales sont gardées naturellement par d'étroits tunnels de calcaire et des puits verticaux. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de ne pas entrer dans cet endroit. Dans les profondeurs de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. En revanche, il renferme beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Ce n'est donc pas l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la caverne. Mais malgré, ou plutôt grâce à, ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. Il est surprenant de constater que la vie semble y être en plein essor. Lors d'une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces, dont 33 étaient propres à la grotte. La plupart des créatures qui peuplent la grotte sont minuscules, avec de longs membres et des antennes qui les aident à se diriger dans l'obscurité. Ces créatures sont incapables de voir et n'ont pas de pigments, et c'est logique. Pourquoi avoir besoin de voir si l'on vit dans l'obscurité totale? Et pourquoi avoir besoin d'être beau et coloré si personne ne peut vous voir? Je vais maintenant te faire découvrir une autre grotte, qui n'est pas moins étonnante, mais dont l'aspect est très différent. Il s'agit de la grotte des cristaux géants, ou grotte des cristaux, au Mexique. Ces cristaux gigantesques ont été découverts en 2000 par une société minière après que l'eau a été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont vu les cristaux après avoir pénétré à pied dans la grotte asséchée. Ces cristaux impressionnants sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Ils sont ancrés dans les murs et dans le sol de la grotte brûlante. Les scientifiques estiment que les cristaux pourraient avoir poussé pendant un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges que l'on peut marcher dessus. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à la base, a été poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de l'eau a fini par descendre en dessous de 58 degrés Celsius. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules devenaient petit à petit du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte. Et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Il n'est pas nécessaire de s'envoler dans l'espace pour observer un trou noir de plus près. Des scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans l'océan Atlantique Sud. L'attraction gravitationnelle d'un trou noir est tellement énorme qu'une fois que quelque chose est attiré à l'intérieur, il n'a aucune chance de s'en échapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent presque aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font de même avec l'eau.
Les tourbillons océaniques sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils brassent généralement des milliards de tonnes d'eau, et la plupart d'entre eux sont plus grands qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qui est piégé par eux ne peut s'échapper. Mais le plus effrayant, c'est que tu risques de ne même pas remarquer que tu te diriges vers l'un d'entre eux. Ces choses sont si énormes que tu n'en verras les limites que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites, ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Ils ont ensuite réussi à prouver que, mathématiquement, ces tourbillons sont identiques aux mystérieux trous noirs de l'espace. Les tourbillons massifs sont entourés de barrières très étanches, où les fluides se déplacent en boucles fermées. Même l'eau ne peut sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques serrés jouent sur le rôle d'énormes conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure un tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon est souvent différente. Sur la fine langue de terre de Courlande qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges de la planète. Les habitants de la région l'appellent la forêt dansante, car les pins de cette forêt ont des formes étonnamment inhabituelles. Ils se tordent en spirale et en cercle le long du sol. Il existe bien sûr des théories pour expliquer ce phénomène. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se sont jadis affrontées à cet endroit. D'autres, plus terre à terre, pensent que la raison est géologique. Le sol sablonneux de la région est trop instable pour permettre aux arbres de pousser à la verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant de l'eau influencent la forme des arbres. Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas encore tiré de conclusion définitive. Regarde ces agroglyphes sous-marins. Ils ont été repérés pour la première fois en 1995, près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large des cercles mystérieux. L'énigme est restée dans les esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit enfin démasqué. Imagine la surprise des chercheurs lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poisson globe mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'1 semaine pour construire un cercle, et l'esthétique est évidemment cruciale. Un mâle nage à l'intérieur du cercle, creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires. Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent également des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Toute cette activité de construction d'un cercle a également une utilité pratique. La façon dont le poisson mâle nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui servira plus tard de nid. Le prochain mystère de notre liste se trouve dans les Caraïbes. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. C'est le Grand Trou Bleu. Il mesure environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, ce trou était une grotte. Mais la montée des eaux l'a rempli et il s'est effondré sur lui-même. Plus on descend dans les eaux cristallines du Grand Trou Bleu, plus il devient sombre. On y trouve des tonnes de grottes remplies de stalactites. Mais il est extrêmement dangereux d'y pénétrer, à moins de vouloir se perdre irrémédiablement. Une fois que tu auras atteint une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras que l'eau est scintillante. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il serait peut-être bon de faire demi-tour dès maintenant, car qui sait ce que tu pourrais trouver dans ces profondeurs obscures. Une vieille légende amazonienne parlait d'une rivière si chaude qu'elle bouillait. On pensait qu'il s'agissait d'une simple légende jusqu'à ce que le géoscientifique péruvien Andrés Russo se demande si cette rivière pouvait être réelle. Tous les experts ont réfuté cette possibilité. En effet, les rivières bouillantes chaudes existent bel et bien, mais uniquement dans les régions où se trouvent des volcans. Or, il n'y a pas de volcan dans la partie du pays mentionnée dans la légende. Mais Andrés Russo était trop déterminé pour abandonner. En 2011, il a enfin localisé la rivière des légendes. L'eau qu'elle contenait. Le manteau neigeux au-dessus de vous se scinde soudainement en deux, dévalant la pente glacée jusqu'à son point de repos bien en contrebas. Sur son passage, tout est broyé sous l'énorme masse de neige et de débris. Vous assistez à une avalanche, l'une des catastrophes naturelles les plus redoutables qui soient. Et si l'on vous parlait d'un autre type d'avalanche, tout aussi terrifiant que celui des montagnes, ce qui la rend particulièrement étrange, c'est qu'elle se produit sous l'eau. Les avalanches sous-marines sont des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice, souvent bien plus redoutables que les terrestres. Elles peuvent provoquer un chaos planétaire aux conséquences dramatiques. Le plus inquiétant,
Elles surviennent en permanence sous la surface des océans. Invisibles, imprévisibles et extrêmement difficiles à mesurer. Ces avalanches sous-marines peuvent atteindre une ampleur 100 fois supérieure à celle des avalanches terrestres et menacent gravement les communications mondiales au point de potentiellement priver la planète entière d'Internet. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, remontons 60 000 ans dans le passé. Nous voici au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sur le point de découvrir l'ampleur et l'impact dévastateur d'une avalanche sous-marine titanesque. Elle a débuté par un simple glissement de terrain sous-marin dans le canyon d'Agadir. À l'origine, il ne s'agissait que d'1,5 km de matériaux. Cependant, cette masse a rapidement été multipliée par plus de 100 en traversant le fond de l'océan Atlantique. Au fur et à mesure que l'avalanche gagnait en vitesse et en volume, elle emportait avec elle du gravier, du sable, des roches et de la boue. Elle a creusé un sillon dévastateur à travers l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, éradiquant toute forme de vie sur son passage. La puissance du flot destructeur était telle qu'il a érodé un segment de 400 km du canyon, creusant des centaines de mètres dans ses parois et endommageant une zone totale de 4500 km², soit plus de 3 fois et demi la superficie de New York. Quant à sa force, elle a projeté d'énormes blocs rocheux le long des parois du canyon, atteignant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 130 mètres. Avant que les scientifiques ne mettent en évidence cet événement dévastateur, ils avaient largement sous-estimé l'étendue de la destruction causée par les avalanches sous-marines. Par ailleurs, ces catastrophes majeures peuvent se déclencher non seulement au large, dans les profondeurs océaniques, mais également à proximité des estuaires. Revenons au 14 janvier 2020 pour examiner cela de plus près. Un courant de turbidité, un flux rapide d'eau descendant chargé de sédiments, a parcouru plus de 1100 km depuis l'estuaire du fleuve Congo jusqu'aux abysses. Ce phénomène a été provoqué par 2 facteurs. Des inondations exceptionnelles le long du fleuve à la fin de décembre 2019 et des marées de printemps d'une ampleur inhabituelle. Cela a engendré une gigantesque avalanche de sable et de boue, dont le volume représentait un tiers de tous les sédiments transportés annuellement par l'ensemble des fleuves de la planète. Cette avalanche a vu sa vitesse augmenter, passant de 5 mètres par seconde dans la partie supérieure du canyon du Congo à 8 mètres par seconde à l'extrémité du canal, à près de 1200 km du littoral. Ce trajet en a fait la plus longue avalanche de sédiments jamais mesurée sur Terre. 2 jours après son déclenchement, le flux atteignait les abysses. L'avalanche a sectionné 2 câbles de télécommunications sous-marins, ralentissant drastiquement la vitesse de transfert des données Internet dans toute l'Afrique de l'Ouest, du centre et du sud. Avant cela, les scientifiques jugeaient impossible de mesurer directement les avalanches sous-marines de grande ampleur. Toutefois, le flux de sédiments observé dans le canyon du Congo a permis de surveiller le phénomène, offrant aux chercheurs une meilleure compréhension du lien entre les grandes crues fluviales et les profondeurs océaniques. Ils ont également déterminé que la fréquence des avalanches sous-marines dépendait de la localisation de l'observateur. Les canyons sous-marins situés à proximité des embouchures des fleuves peuvent connaître plusieurs petites avalanches chaque année. En revanche, des systèmes éloignés des déversements fluviaux, comme le canyon d'Agadir, ne subissent qu'une avalanche titanesque tous les 10 000 ans environ. Vous vous interrogez peut-être sur les causes possibles d'une avalanche sous-marine. Les tremblements de terre, les typhons, les marées hautes, les crues fluviales et même les éruptions volcaniques peuvent en être responsables. De plus, avec le changement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Toutefois, la présence de ces déclencheurs ne garantit pas qu'une avalanche se produira ni n'en détermine l'ampleur. Prenons un exemple. En 1755, un puissant tremblement de terre a frappé la côte portugaise, dévastant Lisbonne et causant des dizaines de milliers de morts. Pourtant, cet événement n'a provoqué qu'une petite avalanche sous-marine. En revanche, en 1929, un séisme majeur au large de Terre-Neuve, au Canada, a déclenché la plus grande avalanche sous-marine jamais documentée. Le flux, se déplaçant à 70 km/h, a charrié des rochers, du sable et de la boue tout en rompant 11 câbles sous-marins. La puissance de l'avalanche a également généré un tsunami ayant entraîné la mort de 28 personnes le long des côtes. Les avalanches sous-marines sont invisibles car elles se produisent en profondeur, ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Pourtant, leur compréhension est cruciale,
Ces flux transportent des sédiments, des nutriments et même des polluants à travers les fonds marins, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques. Une équipe de chercheurs de Liverpool s'est alors lancée dans la résolution de ce mystère. Au cours des 4 dernières décennies, ils ont recueilli plus de 300 échantillons du fond océanique, en les associant à des données sismiques et bathymétriques. Autrement dit, à la cartographie des fonds marins. Ils ont pu reconstituer une immense avalanche sous-marine, une première à cette échelle. Ce qui rend l'événement encore plus fascinant, c'est qu'il a débuté de manière relativement modeste avant de se transformer en une avalanche gigantesque, atteignant plus de 200 mètres de hauteur. Pour imaginer l'ampleur, pensez à une avalanche de la taille d'un gratte-ciel dévalant de Liverpool à Londres, creusant une tranchée de 30 mètres de profondeur et 15 km de large. Finalement, elle s'est étendue sur une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, recouvrant tout d'une épaisse couche de sable et de boue. C'est comme ensevelir un pays entier. Ces découvertes sont véritablement cruciales, car elles révèlent qu'un glissement de terrain sous-marin de faible envergure peut évoluer en un phénomène gigantesque et hautement destructeur. Mais le plus inquiétant, ce sont les câbles Internet sous-marins, essentiels aux communications mondiales. On dénombre plus de 550 câbles actifs sur les fonds marins, totalisant une longueur incroyable d'1 400 000 km, soit suffisamment pour entourer la Terre 35 fois. Lorsqu'une telle avalanche endommage des câbles sous-marins, les conséquences sont souvent catastrophiques et coûteuses. En 2006, un séisme à Taïwan a provoqué des avalanches sous-marines qui ont sectionné plusieurs câbles reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Cela a entraîné une perte de 90% du trafic Internet entre la Chine et les États-Unis au pic de l'événement. Taïwan, quant à elle, a subi des interruptions de trafic allant de 74 à 100% vers les îles voisines. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'en savoir plus sur ce phénomène naturel. Heureusement, des chercheurs de l'université Tulane ont trouvé un moyen de l'analyser en 3 dimensions. Jusqu'à présent, les études ne considéraient les avalanches sous-marines qu'en 2 dimensions, ce qui ne permettait pas de saisir pleinement leur comportement. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur l'interaction des flux sous-marins avec des mini-bassins, des formations naturelles sur le fond océanique semblables à des bols peu profonds. Malgré leur nom, ces bassins peuvent être vastes, atteignant jusqu'à 10 km², soit environ 2 fois la superficie de Central Park à New York. Lorsque des courants de turbidité pénètrent dans ces mini-bassins, ils ne s'immobilisent pas simplement. Au contraire, ils frappent la paroi opposée et reviennent sous forme de tourbillons, semblables au remous dans un cours d'eau. Ces mouvements tourbillonnants redistribuent les sédiments avant qu'ils ne se déposent. La taille du bassin et la vitesse du courant influencent fortement ce processus. Si le bassin est grand et le courant lent, il se remplit progressivement de sédiments. Mais si le courant accélère ou si le bassin est réduit, le flux déborde, s'étalant au-delà de ses limites. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont créé une réplique d'un mini-bassin dans une piscine et testé diverses vitesses de flux pour simuler les courants de turbidité. Ils ont même conçu des mélanges spécifiques de sédiments pour observer le comportement de particules de tailles diverses. Finalement, ils ont réussi à reproduire les conditions océaniques, mais à une échelle contrôlable et adaptée à leurs expériences. Fascinant, n'est-ce pas? La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud, et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la 3e couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse, située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune, et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre, et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques.
Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autres points comme celui-ci qui puissent faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle.
Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas. Waouh! Il y a un trou au fond de l'océan. Il semblerait que l'océan est une fuite. Mais ce n'est pas une fuite telle qu'on pourrait s'y attendre, où l'eau s'écoule simplement. Il s'agit plutôt d'une source, car l'eau s'écoule vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cette fuite unique est connue sous le nom d'oasis de Pitti. C'est un étudiant du nom de Brendan Philip qui l'a découverte par hasard, lorsqu'il a remarqué que des bulles remontaient à la surface. Normalement, la présence de bulles dans l'océan nous indique qu'il pourrait s'y trouver des cheminées hydrothermales, qui sont des points chauds où se développent des phénomènes très intéressants. Ces événements sont en fait comparables à des sources chaudes le long du plancher océanique. Mais au lieu de bouillonner du fond des mers, elles libèrent un fluide surchauffé dans la croûte de notre planète. Lorsque l'eau de mer s'infiltre dans ces fissures et s'enfonce dans la croûte, elle entre en contact avec le manteau extrêmement chaud de notre planète. L'eau de mer est alors portée à des températures très élevées. Puis, en remontant vers la surface, elle transporte des gaz dissous et des minéraux. Lorsque le fluide chaud jaillit des cheminées, il se mélange à l'eau de mer environnante et se refroidit rapidement. À une courte distance de la cheminée, la température peut retomber à un confortable 20 degrés environ. Ce qui est exactement, semble-t-il, ce que certaines créatures apprécient. Et il y a de vraies bizarreries qui vivent dans cette obscurité, comme des poissons fantomatiques, des vers tubicoles géants à pointe rouge et un type unique de crevettes avec des yeux sur le dos. Certaines de ces créatures, comme les vers tubicoles et les bactéries, dépendent des composés chimiques et des minéraux libérés par les cheminées pour survivre dans ces conditions difficiles. Mais dans ce cas, l'eau bouillonnante ne provenait pas d'une cheminée hydrothermale. Elle découlait d'une source et c'est un peu plus inquiétant. L'eau de ce réservoir doit rester là où elle se trouve. Si une trop grande quantité s'en échappe, cela pourrait avoir de graves conséquences, en particulier pour la région environnante,
On peut observer cette fuite inhabituelle le long de la zone de subduction de Cascadia, qui est une énorme faille au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Il s'agit d'un endroit où deux grandes plaques qui forment la croûte terrestre se rencontrent et glissent l'une contre l'autre. L'eau de l'oasis agit en quelque sorte comme un lubrifiant entre ces plaques. On peut comparer la zone de faille à une table de hockey pneumatique. Lorsque la pression du fluide est élevée, c'est comme si l'air était activé. Cela signifie que la friction entre les plaques est réduite, ce qui permet à ces dernières de se déplacer. Mais si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques peuvent se coincer l'une contre l'autre, ce qui entraîne une accumulation de la contrainte, non qu'elles se sentent mal. Dans le contexte des plaques tectoniques, la contrainte est une pression ou une force capable de provoquer une déformation. Et si cette pression commence à s'accumuler à un moment donné, il faut bien qu'elle débouche quelque part. Lorsqu'elle est trop forte, elle peut déclencher des tremblements de terre, et probablement pas des moindres. Par exemple, une libération de la contrainte dans la zone de subduction de Cascadia pourrait entraîner un tremblement de terre de magnitude 9. À titre de comparaison, le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960, avec une magnitude de 9,5. Les dégâts ont été colossaux. Nous espérons donc que l'eau restera dans son réservoir et continuera à maintenir l'équilibre délicat entre les plaques tectoniques. Nous n'avons exploré que 5% des océans. Qui sait combien de choses géniales se trouvent encore au fond, attendant d'être découvertes? Regarde, par exemple, ces mystérieux trous que des scientifiques ont découverts dans les profondeurs de l'océan Atlantique, près des Açores. Ils sont parfaitement alignés et espacés d'environ 10 cm, voire de quelques mètres dans certains CA. Ils ressemblent à des coups de poinçon laissés par une machine à coudre. Certains pensent que ces trous pourraient avoir une origine biologique. Par exemple, certains poissons pourraient les avoir formés en marchant sur le fond marin. D'autres pensent que nous sommes en présence d'un phénomène d'origine humaine, peut-être laissé par un pneu clouté. Bien sûr, de tels trous sont parfaits pour inventer des histoires sur les créatures venues d'autres planètes qui pourraient les avoir créées. Ou peut-être même des monstres légendaires, comme celui du Loch Ness. Il est difficile d'expliquer la symétrie de ces trous, mais un biologiste spécialiste des profondeurs a proposé une explication assez convaincante. Selon lui, il pourrait s'agir d'un animal creusant sous les sédiments. Et de temps en temps, il pourrait créer de petites cheminées juste pour avoir accès à une circulation d'eau propre dans son petit terrier. Il y a des tas de sédiments autour des ouvertures de chaque trou, et il confirme l'idée que quelque chose a repoussé le sol par en dessous. Mais rien ne prouve que ces trous soient réellement connectés sous la surface. Il y a aussi pas mal de choses cachées au fond des mers et des océans que les anciennes civilisations nous ont laissées. Par exemple, des archéologues ont fait une découverte très intéressante le long de la côte méridionale de Croatie. Une route cachée sous des couches de limon marin et vieille de 7000 ans. Ils ont trouvé cette ancienne route sur le site néolithique englouti de Soline. Le site de Soline était une île de construction humaine dans l'Antiquité, et un archéologue, Matt Parika, l'a découverte en 2021. Il étudiait des images satellites de la région autour de Korčula, l'une des magnifiques îles croates, lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant au fond de la mer. Il a alors plongé dans l'eau avec son collègue. Sous la surface de la mer Adriatique, qui rejoint la mer Méditerranée, à une profondeur de 4 à 5 mètres, ils ont trouvé des murs de pierre qui appartenaient probablement à une ancienne colonie. La masse continentale où les autochtones avaient édifié ce village était séparée de l'île principale par une étroite bande de terre. Heureusement, cette zone est protégée des grosses vagues par les îles environnantes, de sorte que le site est resté relativement bien préservé. Il est aujourd'hui caché sous la surface de la mer et recouvert de boue. Mais il est passionnant d'imaginer comment les gens circulèrent sur cette route il y a près de 7000 ans pour se rendre dans les villages avoisinants. Si tu veux voir les créatures les plus étranges, tu peux toujours te rendre au fond de l'océan. À vrai dire, les chercheurs ont déterminé qu'il pourrait se trouver plus de 30 espèces potentiellement nouvelles au fond de l'océan Pacifique. Ils ont collecté ces données à l'aide d'un véhicule télécommandé. C'est un grand pas en avant car, jusqu'à récemment, ils ne pouvaient étudier ces créatures qu'à travers des photographies. Il s'agit de vers segmentés, de différents types de coraux, de certains invertébrés semblables à des mille pattes, et de bien d'autres encore. Mais il existe également de nombreuses créatures d'épouvante anciennes que nous connaissons déjà, et qui semblent sortir de films de science-fiction. La poule à ventouse lumineuse, le fameux blobfish, d'accord, celui-ci a l'air plutôt normal jusqu'à ceux qu'on le remonte à la surface. Le requin lutin, le poisson vipère de Sloan, les vers zombies. Burke, oui, je te comprends, passons à autre chose.
Les fonds marins recèlent aussi des choses de l'espace. On trouve des traces de formes rares de plutonium et de fer au fond de l'océan Pacifique. Et ce qui est génial, c'est que tout cela provient du cosmos. Ces matériaux radioactifs se sont probablement formés lors d'un cataclysme spatial et ont fini par arriver sur notre belle planète. Ces débris extraterrestres sont probablement apparus sur Terre au cours des 10 derniers millions d'années. Après être tombés dans l'océan Pacifique et s'être déposés à près d'1 kilomètre de profondeur, ils se sont intégrés à toutes les couches de roches qui s'y trouvaient. Le plutonium est particulièrement intéressant pour les scientifiques. On n'en a trouvé que de minuscules quantités, des centaines d'atomes peut-être. Mais c'est tout de même remarquable, car ces atomes sont créés par l'explosion d'étoiles. De tels éléments peuvent nous aider à mieux comprendre comment l'univers produit des éléments plus lourds que le fer, comme le plutonium, l'or, l'uranium et le platine. L'origine de ces éléments est encore incertaine. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que les supernovae, c'est-à-dire le moment où une étoile s'éteint dans une fabuleuse explosion, étaient à l'origine de la création de ces éléments lourds. Mais il semble qu'il n'y ait pas que cela. D'autres événements cosmiques, tels que la collision d'étoiles à neutrons, des étoiles extrêmement denses qui se sont effondrées, ou certains types rares de supernovae pourraient également être en cause. Laisse-moi juste attraper mon popcorn.